Retour sur le premier tour des élections régionales et départementales en Auvergne-Rhône-Alpes et en Isère. Une abstention à un niveau record. Laurent Wauquiez qui vire en tête et un duel droite-gauche dans le département. Il était venu fêter ses 26 ans dans une boîte de nuit à Mélan, mais le 29 juillet 2018, Adrien Pérez avait été tué d'un coup de couteau en plein cœur. Le procès de ces meurtriers présumés a débuté aujourd'hui à Grenoble. La fête de la musique à 40 ans, une jeunette pour Michel Musique, l'emblématique magasin d'instruments et d'articles de musique de l'avenue Alsace-Lorraine à Grenoble qui fête ses 100 ans. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 21 juin 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et pour commencer, nous allons donc revenir sur la soirée électorale que vous avez peut-être vécue sur notre antenne dimanche soir. Si ce n'est pas le cas, le rédacteur en chef de Télé Grenoble, Thibault Leduc, va tout vous expliquer. Bonsoir Thibault. Bonsoir Marie-Caroline, j'ai l'impression de ne pas avoir bougé depuis hier. Juste changer de chemise peut-être. Oui, quand même. Le premier renseignement de cette soirée, c'est le taux d'abstention qui a atteint un niveau record. Plus de 2 Isérois sur 3 ne sont pas allés voter. Oui, 68% pour être précis en Isère. Pour mémoire, lors des précédentes élections départementales en 2015, l'abstention jugée déjà très forte à l'époque n'était que de 51%. Les villes où l'on a le moins voté dans l'agglomération sont Échirolles et Saint-Martin-d'Air avec plus de 75% d'abstention. À l'inverse, on peut noter une bonne mobilisation dans quelques petites communes iséroises comme Villars-Rémond en Oisans avec 67% de votants ou en Belle dans le Trièvre, 65%. Mais là, on est sur des communes avec une trentaine d'inscrits seulement. Les raisons de cette faible mobilisation sont sûrement multiples. C'est sûr que la crise sanitaire a joué un rôle en empêchant notamment les candidats de faire campagne sur le terrain. L'État a également apporté sa pierre à l'édifice puisque de nombreuses professions de foi n'ont pas été envoyées à temps aux citoyens. Ce sont ces courriers avec tous les bulletins de vote qui peut permettre aussi de faire prendre conscience quand on le reçoit qu'une élection approche. Et puis peut-être que ce record historique va pousser nos dirigeants à envisager des solutions plus modernes que le papier. Le vote par correspondance ou pourquoi pas le vote par Internet seront peut-être des pistes étudiées à l'avenir. En tout cas, si on en croit les sondages, ce sont surtout les jeunes qui ne se seraient pas déplacés, 90% des 18-24 ans. Mais faut-il vraiment croire les sondages sur les élections régionales? Ils sont quand même bien plantés sur l'ordre d'arrivée. On va d'ailleurs voir les résultats de ce premier tour des élections régionales. C'est Laurent Wauquiez qui est arrivé en tête, suivi de Fabienne Grébert, puis Andrea Cotarac pour le Rassemblement national et ensuite plusieurs listes de gauche, dont la première, celle de Najat Vallaud-Belkacem et puis Bruno Bonnell qui n'arrive qu'en 5e position. Alors, il y avait 9 listes effectivement en lice sur cette élection régionale. Laurent Wauquiez sort grand vainqueur. Il progresse de 12 points par rapport à 2015. Il a su profiter de sa notoriété, de son bilan en tout cas qu'il a mis en avant, et de cette fameuse prime au sortant qui a fonctionné visiblement un peu partout en France. Derrière lui, l'écologiste Fabienne Grébert double le score de 2015 pour dépasser les 14% et prendre la 2e place promise par tous les sondeurs au Rassemblement national. Un RN mené par Andrea Cotarac, ancien militant socialiste, puis élu régional de la France insoumise, qui a ensuite rejoint Marine Le Pen. Il incarnait une forme d'ouverture qui n'a pas fonctionné. Sa liste perd 13 points par rapport au scrutin précédent. Moins 13, c'est également le score de Najat Vallaud-Belkacem. L'ancienne ministre socialiste n'a pas réussi non plus son coup. Elle termine en 4e position, tu l'as dit. Puis la dernière personnalité qu'on a vu voter, Bruno Bonnell pour La République En Marche, lui ne passe pas la barre des 10% qualificatifs pour un second tour. Il n'y aura donc pas d'élu macroniste pendant 7 ans en région Auvergne-Rhône-Alpes. On rappelle que le ministre de la Santé actuel, Olivier Véran, faisait partie de cette assemblée régionale, mais il n'avait pas souhaité, contrairement à certains de ses collègues, mener la campagne des régionales. 4 listes sont donc qualifiées pour le second tour, Thibault. Oui, mais on aura le droit à une triangulaire, en fait, puisque sans surprise, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem va retirer sa liste pour fusionner avec celle des écologistes. Et c'est donc Fabienne Grébert, arrivée en tête de cette primaire de gauche, qui portera ce nouvel attelage. Avec également Cécile Cukierman. Avec Cécile Cukierman, voilà, ils feront liste commune avec les 3 forces de gauche. Pas de quoi inquiéter, en tout cas, Laurent Wauquiez, qui devrait obtenir normalement une large victoire dimanche prochain. Un succès qui pourrait réveiller en lui ses ambitions présidentielle, si tant est qu'elle se soit endormie un jour. Et sur le département, Thibault ? Alors, sur le département, on note
Comme pour la région, une poussée à droite. Quand on additionne les différentes composantes du centre et de la droite sur ce premier tour des départementales, on retrouve un score autour de 40%, soit 10 points de plus que lors du précédent scrutin en 2015. Un score qui peut donner le sourire à Jean-Pierre Barbier, le président sortant du département, qui restait néanmoins mesuré hier soir au micro de Lucille Dailly. Je reste quand même prudent parce que c'est une élection qui se joue en 2 tours. C'est vrai que je remercie d'abord tous les électeurs qui nous ont accompagnés sur ce premier tour, qui nous mettent en tête sur les 17 cantons que nous tenions déjà, qui nous permettent d'espérer encore en gagner quelques-uns. Mais il faut rester mobilisé toute cette semaine pour la semaine prochaine, mais à faire barrage à la gauche et à l'extrême gauche. Il faut que l'on continue ce que nous faisons au niveau du département, qu'on continue à travailler au service des gens, que les gens reprennent confiance dans la politique. Et vous savez, la devise que j'ai depuis maintenant 6 ans, de dire ce que je pense et de faire ce que je dis, je crois que c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que les électeurs reviennent aux urnes. En tout cas, le travail est devant nous et on va continuer. Et il a raison d'être prudent, Jean-Pierre Barbier, parce qu'il suffit que 3 cantons basculent de droite à gauche pour qu'il perde sa majorité actuelle. Alors, au vu des résultats d'hier, ça paraît peu probable, mais à gauche, on y croit forcément. On va écouter la réaction de l'écologiste Benjamin Atrocmé, recueillie également hier soir à la préfecture de l'Isère. Nous, le Printemps isérois, c'est vraiment le rassemblement de la gauche et des écologistes. Et nous, ce que nous avons eu vraiment à cœur de porter, c'est vraiment un projet alternatif à ce qu'a pu faire la droite depuis 6 ans, un projet de transition sociale, un projet de progrès social, de transition écologique. Et là, aujourd'hui, nous sommes projet contre projet. Nos projets sont différents, nous l'assumons. Nous portons une réelle alternative et nous serons au 2e tour dans quasiment tous les cantons, puisque au dernier pointage, visiblement, nous serions au 2e tour dans 26 cantons sur 29, avec une réelle chance de refaire rebasculer ce département qui est historiquement de gauche, et de le refaire basculer avec une majorité de gauche et écologiste progressiste. La gauche qui partait unie sous la bannière du Printemps isérois sera bien présente, comme le disait hier soir Benjamin Atrocmé, dans 26 des 29 cantons isérois. Elle n'était présente que dans 17 cantons lors du 2e tour en 2015. Pour autant, son score global sur ce premier tour, autour de 37% quand on additionne tous les scores de gauche, est en retrait d'environ 5 points par rapport au cumul des voix de gauche lors du premier tour il y a 6 ans, où elle était partie divisée. Pour gagner le département, il faut faire basculer, tu l'as dit Marie-Caroline, au moins 3 cantons de droite à gauche. Sur le papier, c'est possible. Au Pont-de-Clé, à Mélan, dont on voit les résultats, ou du côté de Roussillon, voire peut-être même dans le Haut-Grésivaudan. Mais la droite peut également prendre des cantons à la gauche dimanche prochain à Vienne, à Fontaine-Cessiné ou dans le moyen Grésivaudan. Il faudra donc attendre dimanche soir pour savoir qui a vraiment gagné. Mais une chose est sûre, on connaît déjà les perdants, avec La République En Marche qui ne rassemble que 3,5% des voix en Isère. Il faut préciser qu'il n'était présent que sur 12 des 29 cantons. Et puis l'autre perdant, c'est le Rassemblement national qui était arrivé en tête en 2015 avec plus de 27% des voix et qui perd cette fois 10 points. Le parti de Marine Le Pen ne sera présent dimanche que dans 2 cantons du Nord-Isère, sans espoir de victoire. Même Alexis Joly, le président du Rassemblement national en Isère, qu'on a accueilli lors de la soirée électorale dimanche, n'a pas réussi à se qualifier finalement pour le second tour dans son canton d'Échirolles. Échirolles, où on a rejoué le match des municipales de l'an dernier. Et oui, si la gauche est partie unie sous la bannière du Printemps isérois, elle a connu des dissidences à Échirolles, à Saint-Martin-d'Air, à Pont-de-Clé ou sur le canton de Grenoble-Saint-Égrève. Sur ces cantons, on a rejoué en quelque sorte le match des municipales, tu l'as dit, entre le PC et la France Insoumise à Échirolles ou entre les communistes et les écologistes à Saint-Martin-d'Air. Dans les 2 cas, ce sont les binômes communistes soutenus par le Printemps isérois qui sont arrivés en tête. À Échirolles, ils affronteront une liste de droite et à Saint-Martin-d'Air, le duel gauche-gauche, vous le voyez, se poursuivra au 2e tour. Ce sera intéressant d'observer d'ailleurs comment se reportent les électeurs qui ont voté pour les listes de droite. Sur ce canton, il pourrait peut-être renverser la situation. Sur 2 autres cantons de l'agglomération, les 2 leaders de la gauche iséroise, Éric Piolle et Christophe Ferrari, soutenaient des candidats différents. Une réplique du petit séisme qui avait accompagné leur opposition en juillet 2020 pour la présidence de la métropole, gagnée de justesse par Christophe Ferrari avec un petit coup de pouce de la droite au dernier tour.
aux dépens donc des écologistes qui n'ont pas digéré cette défaite inattendue. Depuis, les cicatrices sont restées ouvertes et les canifs sont sortis. Et dans cette nouvelle confrontation, c'est Éric Piolle qui a marqué des points hier, puisque les deux candidats soutenus par Christophe Ferrari ont été éliminés dès le premier tour, de justesse. On le voit là dans les résultats, dans son fief du Pont-de-Claix, dont il est maire, et plus largement sur le canton de Grenoble-Saint-Égrève, où le binôme écologiste est arrivé en tête. Sylvain Laval, vice-président au transport de la métropole et maire de Saint-Martin-le-Vinoux, a connu son premier échec de sa jeune carrière politique, malgré le soutien appuyé des anciens socialistes Michel Destaut et Geneviève Fioraso. Alors, on est allé demander à Christophe Ferrari s'il allait appeler quand même à voter dimanche pour le printemps isérois. Moi, je renverse plutôt les choses, parce que la campagne a vu le printemps isérois particulièrement agressif sur ce canton. Moi, j'adresse ceci au printemps isérois. En fait, qu'attend le printemps isérois de moi? Qu'attend-il de moi, de Christophe Ferrari? Puisque je rappelle qu'ils m'ont exclu de la signature du printemps isérois. Ils n'ont pas voulu de moi. En quoi ils auraient besoin de moi, finalement, depuis hier soir? Nous sommes lundi, donc il y a du temps. Et c'est à ce moment-là que moi, je dirai ce que j'ai à dire. Mais la balle est dans leur camp aujourd'hui. Donc tant que cette étape n'est pas faite, moi, j'évoquerai rien. Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas propriétaire de mes voix. Et finalement, quoi que je puisse dire, les citoyens feront aussi ce qu'ils souhaiteront. Il faut respecter ça. On sent que la réconciliation entre les gauches grenobloises n'est pas pour aujourd'hui, peut-être pas non plus pour demain. On verra en tout cas qui fait le premier geste d'apaisement ou son mea culpa. Et nous aussi, on doit faire notre mea culpa, Thibault. Et oui, hier soir, on a fait une fausse joie à plusieurs candidats pendant le direct de 3 heures. Ça va vite, il y a des résultats qui passent dans tous les sens. Et on pensait naïvement que les binômes qui avaient dépassé les 50% des voix seraient élus dès le premier tour. C'était le cas dans 10 cantons hier en Isère, mais on ne s'était pas penché assez sur les règles du code électoral et l'impact d'une très forte abstention. Pour être élu dès le premier tour, il faut évidemment la majorité absolue des voix, mais ça ne suffit pas. Il faut au moins 25% des inscrits. Et avec une abstention à 68% en moyenne, ça implique, j'ai sorti ma calculette, un score de 78% au premier tour pour être officiellement élu. Autant dire que même le binôme de Jean-Pierre Barbier, qui a réussi 63% dans son canton, ou celui de l'ancien président André Valigny avec 56%, était en dessous du seuil. On repartira donc pour un deuxième tour dans tous les cantons, dans les 29 cantons de l'Isère, dimanche prochain. Et nous, on se retrouvera également dimanche prochain à partir de 20h en direct. Eh bien oui, on va prendre encore des forces pour ce dernier marathon de la saison. Merci Thibault. Ambiance électrique également dans le ciel isérois. Météo France avait placé le département en alerte orange. Après avoir d'abord frappé le secteur de Saint-Joire-en-Valdaine, le violent orage s'est déplacé dans la métropole grenobloise dans la soirée, assorti dans un premier temps d'une pluie de grêlons, certains de la taille d'un œuf de pigeon. En prévision de l'arrivée des intempéries, la ville de Grenoble avait d'ailleurs fermé ses parcs et jardins. Des orages sont encore à craindre dans la nuit de dimanche à lundi. L'autre actualité de ce lundi, c'est l'ouverture ce matin du procès des meurtriers présumés d'Adrien Pérez devant la cour d'assises de l'Isère. 2 frères, Younes et Yanis El Habib, comparaissent pour meurtre. Le plus âgé s'est d'emblée présenté comme seul responsable. Un 3e homme est lui jugé pour violence aggravée. Charlotte Faulkner. C'est devant cette boîte de nuit, le Phénix, à Mélan, qu'Adrien Pérez perdait la vie il y a bientôt 3 ans. Le 29 juillet 2018, alors qu'il fêtait ses 26 ans avec des amis, il meurt devant la discothèque de plusieurs coups de couteau, dont un en plein cœur pour avoir défendu l'un d'entre eux. À ses côtés, un de ses camarades, Mathieu Porte, est lui aussi gravement blessé au poumon. Aujourd'hui, devant la cour d'assises de Grenoble, s'ouvre le procès pour une durée de 2 semaines. Une grande tension. Une peur d'affronter ces 15 jours, c'est lourd. Et puis c'est quasiment la date anniversaire du départ de leur fils. Donc il y a énormément de sentiments mêlés. Je crois que M. et Mme Pérez n'attendent pas autre chose que de tourner après ce procès une page de leur vie, sans tourner la page de la mort d'Adrien, mais de partir avec l'apaisement d'une décision de justice qui soit à la hauteur des enjeux de ce dossier. Ça fait bientôt 3 ans que mon client attend ce procès. L'instruction a été très longue. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ce qu'attend la partie civile que je représente, qui peut être considéré comme un survivant, puisqu'il a été blessé très gravement
à quelques centimètres du cœur. Ce qu'attend mon client, c'est tout simplement que les choses puissent être enfin dites en concordance avec toutes les investigations qui ont été faites, qu'on puisse comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là. Durant ce procès, 3 personnes seront jugées. Les frères Younes et Yanis El Abid sont poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre. Également sur le banc des accusés, Liam Djadouri qui comparaît libre aux côtés des 2 frères et lui accusé de violence volontaire. Alors, Younes El Abid est dans un état d'esprit de prise de responsabilité comme il l'a toujours été. Dès les premiers instants de cette affaire, il s'est rendu aux forces de l'ordre, il a reconnu les faits, il explique depuis le point de départ qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, il a cherché à se dégager d'une rixe dans laquelle il s'est retrouvé piégé et il essaie simplement depuis le point de départ de crier cette vérité qui est la sienne. Les frères Yanis et Younes, poursuivis pour le meurtre d'Adrien Pérez, risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Liam Djadouri risque, lui, 5 ans de prison, poursuivi pour des violences envers la jeune femme qu'Adrien a voulu défendre. Les premiers jours d'audience seront consacrés à l'audition des témoins qui sont au nombre de 36. Une quinzaine d'experts seront également appelés à la barre. Le procès est prévu pour durer jusqu'au 2 juillet. Au revoir Philippe Benvenuto Maurizio. Après le départ de Philippe Inchberger la semaine dernière pour Amiens, le GF38 s'est trouvé un nouvel entraîneur en la personne de Maurizio Jacobacci. Les pistes françaises n'avaient rien donné, alors le club grenoblois s'est tourné vers ce coach de 58 ans, natif de Berne en Suisse, mais de nationalité italienne, qui entraînait jusqu'à présent les joueurs de Lugano. Ancien footballeur professionnel en Ligue 1 et 2 suisse, Jacobacci est polyglotte, plus facile pour communiquer avec les joueurs et la presse. Vous l'entendrez d'ailleurs dans le JT de mardi. Il sera évidemment présent sur la pelouse mercredi pour la reprise de l'entraînement du GF38. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur Télé Grenoble. On n'a plus le temps de vous présenter Michel Music qui fête ses 100 ans. Oui, un petit peu, peut-être comme hier soir aussi. On a des comptes à régler. Mais comme c'est la fête de la musique, on va quand même se quitter en musique. La fête de la musique, c'est la fête de toutes les musiques, de tous les musiciens, y compris la chorale de Grenoble-Alpes Métropole et les agents musiciens qui, parce que la musique adoucit les mœurs, ça c'est pour le début avec les élections, ils se produisaient entre midi et 2 devant le forum. Belle soirée à tous.